incroyable. Nous vivons une première dans l'histoire de notre humanité. La satisfaction de nos besoins actuels repose sur plus de la moitié sur des ressources du futur. Autrement dit, nous retirons aux générations de demain le fait de pouvoir jouir de ce dont on jouit actuellement, le fait de pouvoir vivre de manière heureuse, et sans doute pour certains êtres humains, de vivre tout simplement. La sauvegarde de la planète, et notamment le fait qu'elle reste habitable pour les humains d'aujourd'hui et de demain, est l'enjeu majeur de notre siècle. Scientifiques, politiques, associations, ONG, de plus en plus de citoyens, et notamment des jeunes, en sont persuadés. Et le temps presse, car les travaux du GIEC, si longtemps déniés, décriés, et ensuite jugés alarmistes, ont sous-estimé la réalité. Alors, que font les entreprises? Rien, ou trop peu. La mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises est totalement insuffisante, insatisfaisante. Elle n'a pas empêché depuis 20 ans le monde de se dégrader, notre Terre bien sûr, mais également sur un plan social. Et c'est dommage, car si les entreprises acceptaient d'être lucides, elles pourraient être une force de changement magnifique et pragmatique. Elles savent décider rapidement, elles savent copier, elles savent adopter ce qui fonctionne avec efficacité, elles savent se mettre en ordre de marche et elles savent conduire le changement. Il ne leur manque qu'une chose, c'est un modèle dont s'inspirer. Je vais vous faire une confidence, je suis chef d'entreprise. J'ai été salarié quelques années, mais sans trouver d'adéquation avec mes valeurs. Alors, en 1994, j'ai créé mon entreprise. Une entreprise qui développe des logiciels sur mesure utilisant les nouvelles technologies, qui développe des services numériques. Nous sommes 650 en France et au Maroc. Ça m'a été très utile d'être salarié, parce que ça m'a permis de mieux comprendre les préoccupations des collaborateurs, des collaboratrices, en me mettant à leur place. Cette entreprise, j'ai cherché à la développer en m'affranchissant de ce modèle de maximisation des profits. Ça me passionne, parce que ça nécessite d'essayer de comprendre le monde, d'être à l'écoute de ce qui émerge mais qu'on ne voit pas encore, d'anticiper de nouvelles tendances sociales, des mutations technologiques, numériques, écologiques. Ça nécessite d'avoir une vision globale de l'entreprise. Je suis également impliqué, engagé dans une ONG dont l'objet est de préserver la planète, Greenpeace. J'en anime le conseil d'administration depuis 11 ans. Et puis, j'ai toujours eu cette préoccupation de la jeunesse et de ses éventuelles difficultés. Alors, j'ai cherché à aider des jeunes diplômés mais discriminés avec ma fondation d'entreprise. Puis ensuite, j'ai co-créé une association dont l'objectif est de permettre aux jeunes qui sont en rupture scolaire, ce qu'on appelle les décrocheurs, de devenir entrepreneurs de leur vie. Elle s'appelle le Réseau Étincelle. Le fait d'être impliqué dans le monde associatif m'a certainement permis d'être plus lucide sur les défis à relever, des défis sociaux et sociétaux. Mais ça m'a permis également de côtoyer des personnes qui ne me ressemblent pas, qui pensent différemment, qui vivent différemment. C'est très utile. Et puis, ça m'a permis de mieux cerner le rôle que l'entreprise doit jouer dans la société. Car l'entreprise peut mieux faire pour améliorer les conditions d'existence des êtres humains, pour éviter de dégrader la planète. Elle en a les moyens. Alors, 2019 est arrivé. Je me suis remis en question, à titre personnel et en tant que chef d'entreprise. On parle beaucoup de la crise des 40 ans. Moi, je l'ai faite à 60 ans. Je ne suis pas très précoce sur ce coup. J'ai découvert qu'il existe un modèle de production agricole qui est très sensible à la nature et aux humains. La permaculture. Savez-vous ce qu'est la permaculture ? La permaculture est née dans les années 70, une époque où on commence à prendre conscience que
les énergies fossiles, finalement, les matières non renouvelables, ne sont pas illimitées, alors que toutes les entreprises, elles, cherchent une croissance sans limite. Deux Australiens, Bill Mollison et David Ungren, très préoccupés de la survie des populations au cas des ressources manqueraient, décident de créer un nouveau modèle de production agricole et de l'expérimenter. Ils l'appellent la permaculture. La permaculture ne nie pas le fait de produire et produire davantage, qu'on peut appeler la croissance, mais elle remet en cause et de manière radicale les conditions de production, en prenant un usage sobre et régénératif des ressources utilisées. Afin de le rendre efficace, ils ont fait une fine observation de la nature, de ses interrelations, de ses écosystèmes. Prenons un exemple. Vous voulez récolter des courgettes, des belles courgettes bien vertes. Eh bien, les pratiques de permaculture vont dire plantez des petits pois. Ils piègent l'azote et permettent à la terre de mieux se fertiliser. Puis mettez quelques oignons, ça évitera les champignons parasitaires qui vont dégrader votre courgette. C'est la magie des écosystèmes de la nature. Mais la permaculture va au-delà d'un mode de production. C'est une philosophie de vie qui s'articule autour de 3 principes éthiques indissociables. Prendre soin des hommes, prendre soin du sol, fixer des limites à la consommation et redistribuer les surplus. J'ai trouvé que ces principes pouvaient être exemplaires pour le monde de l'entreprise. Il n'y avait aucune raison, finalement, pour qu'on n'en fasse pas des principes fondateurs et éthiques d'une nouvelle vision de l'entreprise. Alors, j'ai lu ce livre de David Lundgren. C'est du sérieux, vous voyez. Puis c'est écrit tellement petit que vous vous dites, bon, au bout de quelques pages, je verrai demain. Bon, mais il y en a 650, ça peut durer longtemps. Ceci étant, à la fin de cette lecture, j'ai décidé de créer un nouveau modèle de développement d'entreprise qui soit économiquement fiable, mais pour un monde vivable. Je l'ai appelé la perma-entreprise, et je me suis précipité à l'expérimenter dans mon entreprise parce que je me disais, est-ce que mes intuitions sont bonnes ? Est-ce que mes plus proches collaborateurs qui dirigent l'entreprise avec moi vont se l'approprier facilement, vont aimer le porter ? Est-ce que les autres collaborateurs vont y trouver du sens, de l'enthousiasme ? Est-ce que ce modèle va permettre à l'entreprise de beaucoup plus s'engager sur les enjeux ? Finalement, est-ce qu'il va être efficace ? Cette expérimentation, je vous l'avoue, a été un succès et donc m'a conduit à rédiger un livre qui décrit le modèle, qui précise tous ces concepts et surtout qui propose une méthodologie complète pour le mettre en œuvre. Mon but étant de le transmettre, de l'essaimer. La perma-entreprise, c'est un modèle qui s'appuie donc sur 3 principes éthiques. Indissociables, incontournables. Prendre soin des êtres humains, des femmes, des hommes, préserver la planète et fixer des limites tout en redistribuant équitablement les richesses. Pour mettre ces principes en œuvre, la perma-entreprise propose 12 principes de conception qui émanent de la permaculture et que j'ai retranscrits dans le monde de l'entreprise. Quelques exemples. Faire un usage sobre des ressources, chercher à les régénérer, utiliser des énergies renouvelables, ne pas produire de déchets, s'autoréguler, avoir une vision globale de l'entreprise, se réinventer en permanence. Joli programme. La perma-entreprise intègre également 23 objectifs d'impact. Des objectifs qui imposent des seuils à atteindre très exigeants, mais qui vont faire la crédibilité de l'entreprise qui s'engage pour un monde meilleur. Revenons à ces principes éthiques fondateurs de la perma-entreprise. Le premier, prendre soin des femmes et des hommes. Cela passe en premier lieu par développer un management centré sur l'humain. Concrètement, ne pas décider en fonction de soi, mais en fonction de l'autre.
être dans le dialogue, dans l'ouverture d'esprit. Accepter la diversité des points de vue, ne pas discriminer. Mettre en place un contexte qui fasse que chacun puisse prendre des initiatives, être autonome dans son travail. Créer un environnement source d'automotivation. Mais ce principe, prendre soin des êtres humains, ouvre des perspectives par le concept de régénération des ressources humaines. Nous l'avons traduit dans mon entreprise sous deux aspects. Le premier, c'est de faire en sorte que pour tous les salariés, il y ait des dispositifs qui leur permettent d'améliorer leur employabilité. Alors, en ce qui nous concerne, ça s'est concrétisé par la mise en place d'écoles par métier, l'école du développeur, du chef de projet, etc., sur plusieurs années. Vous allez me dire, l'entreprise a tout à y gagner. Elle va faire en sorte que chacun soit plus efficace, certes, mais ce qui est le plus important, c'est que lorsqu'un salarié quitte une entreprise, quel que soit le motif, il puisse retrouver un emploi rapidement et sereinement. La deuxième perspective liée à cette régénération des ressources humaines, nous l'avons traduite par le fait d'être en énergie positive de manière permanente en cultivant les leviers de qualité de vie. Je vais vous prendre un exemple d'actualité. En 2015, nous avions mis en place le télétravail. Notre objectif étant de renforcer les dispositifs pour que chacun trouve le meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais je dois avouer, quand je vous parlais d'anticiper des tendances sociales, que sur ce coup-là, nous avons eu raison, puisque finalement, le télétravail qu'aucune entreprise ne voulait s'est imposé du jour au lendemain de manière très brutale. Et combien de salariés ont été stressés dans l'inconfort par cette brutalité? Plus récemment, nous avons proposé à des salariés de dire donnez-nous d'autres idées pour être en énergie positive, pour que ce soit des dispositifs qui en soient source d'énergie positive. Et ils nous ont étonnés. Ils nous ont dit voilà, nous voulons être reconnectés à la nature pendant notre travail. Alors, nous avons à nouveau expérimenté bains de forêt, visite de fermes en mutation écologique, implantation d'un jardin permaculture, c'est un de nos sites, atelier de potager, etc., etc. Source d'un bel enthousiasme, tout cela. Le deuxième principe éthique est donc de préserver la planète. Les règlements climatiques et la perte de biodiversité sont de très grands dangers pour notre humanité. Le modèle de perma-entreprise pousse donc les entreprises à agir, et en priorité sur deux aspects. Le premier, c'est une réduction drastique des émissions de CO2. Et le deuxième, c'est d'être en contribution nette et positive de carbone dans une période de 5 à 10 ans. Voilà un exemple d'objectif d'impact. C'est ce que nous avons cherché à faire depuis quelques années, notamment en réduisant nos déplacements professionnels, car ils représentaient 60% de nos émissions de CO2 dans notre bilan carbone. À ce titre, le télétravail est très efficace. Nous avons également aussi développé un logiciel qui permet à chaque salarié de connaître son propre bilan carbone professionnel, de le suivre au quotidien. Notre objectif étant de renforcer leur prise de conscience sur ces sujets, mais également de leur donner envie d'être acteurs pour réduire leurs émissions, mais aussi pour adopter de nouvelles méthodes de travail comme l'éco-conception ou de participer à des plans de plantation de forêt pour être en compensation carbone. Sur ce dernier point, nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous voulons financer des puits de carbone. Un exemple. Nous soutenons une entreprise agricole qui n'a pas les moyens de remettre en cause son système de production, alors que ça baisserait largement ses émissions de CO2. Eh bien, nous lui finançons et nous lui donnons les moyens. Le troisième principe éthique, se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Ce principe s'appuie notamment sur d'autres objectifs d'impact. Le premier, eh bien, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'écart entre les salaires hommes-femmes à compétences égales. Faire en sorte de réduire l'écart entre les salaires les plus élevés et le salaire médian.
redistribuer 50% des résultats de l'entreprise aux collaborateurs et à la société civile, impôts compris. Les autres 50% allant à l'actionnaire et aux investissements nécessaires au développement de l'entreprise. C'est ce qui nous a permis, cette redistribution, de financer notre fondation d'entreprise depuis 20 ans, qui notamment cherche à soutenir des projets associatifs qui luttent contre l'injustice sociale ou pour des problématiques d'environnement. Dernièrement, cette redistribution nous a permis de créer l'Institut du perma numérique et de financer des projets de recherche qui visent évidemment à ce que le numérique soit moins émetteur de CO2. Je vais vous faire une révélation. Toutes les entreprises qui ont adopté ce modèle sont performantes, voire plus performantes que les autres. Alors pourquoi? En premier lieu, elles sont plus attractives pour recruter des talents et elles fidélisent davantage les collaborateurs. Ils ont une forte attente, notamment sur les engagements de l'entreprise au regard de la planète. Le modèle perma-entreprise y répond. Mais dans le contexte actuel, où il y a tant de secteurs d'activité qui manquent de ressources, être davantage attractif que les autres, fidéliser dans l'entourage, c'est une source de performance incroyable. Cette attractivité, on la retrouve aussi chez des clients qui, peu à peu, cherchent à travailler avec des fournisseurs véritablement engagés. Un autre levier de performance, c'est l'innovation. Le fait de s'interroger sur les mutations à venir, d'anticiper des problématiques sociales, environnementales, pousse à innover. Or, l'innovation est souvent source de performance. Puis enfin, ce modèle fait faire des économies. Pourquoi? Parce qu'il réduit fortement les coûts cachés, notamment du turnover, mais également du désengagement de salariés, de l'absentéisme, des maladies professionnelles, etc. Le modèle de développement des entreprises d'aujourd'hui est dépassé. Il nous faut absolument un nouveau modèle qui réponde aux défis du XXIe siècle. Le modèle de perma-entreprise n'est pas une utopie. Nous le pratiquons depuis plusieurs années et aujourd'hui, plus de 120 entreprises se sont lancées dans son adoption. Alors, imaginez que dans quelques années, des milliers d'entreprises se développent en prenant soin des hommes et des femmes, en préservant la planète, en se fixant des limites et en redistribuant les richesses. Imaginez que des milliers d'entreprises se développent avec un usage sobre et régénératif de leurs ressources. Imaginez que vous puissiez créer ou travailler dans une entreprise qui soit économiquement fiable, mais pour un futur vivable. Associons nos énergies, travaillons ensemble pour l'adapter à d'autres entreprises, des entreprises de toute taille, des associations, des ONG, des entreprises publiques, des organisations humaines, parce que ces principes sont universels et ce modèle ne demande qu'à être expérimenté. Alors, soyons entreprises. La prise avec ce monde d'aujourd'hui, ce monde que nous ne voulons plus, ce monde que nous voulons changer, abandonnons-la, lâchons-la. Par contre, saisissons ce modèle de perma-entreprise pour un monde meilleur et surtout, ne le lâchons plus. Merci.